Maintenant, l'intervention liminaire de la part de Pascal Lamy, président d'honneur de l'Institut Jacques Delors, et comme nous savons très bien, ancien directeur général de l'OMC et membre de la Commission européenne, parmi beaucoup d'autres choses. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Fondation Jean Monnet et à son président Pat Cox d'avoir pris l'initiative de ce dialogue sur un thème qui est évidemment très vaste et qui est un thème de long terme. Au fond, derrière le thème de notre échange de ce soir, il y a une question fondamentale et dont on comprend qu'elle hante la Fondation Jean Monnet depuis le début, qui est quel est le sens de la construction européenne. Je vais donc essayer d'y répondre très brièvement à ma manière, mais on sait aussi qu'il arrive que ces questions de long terme s'effacent derrière la réalité du court terme, et notamment des événements comme ceux que nous venons de vivre, nous, Français, à Paris, et dont je crois qu'il est normal de dire qu'ils sont devenus une question européenne pressante de court terme. Et donc, je pense qu'on ne peut pas, dans les circonstances actuelles, se limiter à des réflexions de long terme. Il faut aussi voir comment ce court terme se branche sur ces réalités. Pour commencer par le long terme, je dirais que, et je pars de ce point de vue d'une observation que Pat Cox a fait tout à l'heure, nous, les pro-européens, nous, les ingénieurs, parfois les maçons, parfois les cantonniers de la construction européenne, devons reconnaître lucidement que depuis 10 ans, le soutien à l'intégration européenne dans les opinions des pays membres de l'Union a diminué de moitié. Ça, c'est une réalité politique qui ne nous plaît pas, que nous n'aimons pas, mais il faut partir des réalités. Alors pourquoi ? Je vais vous livrer une explication, sans doute un peu rapide, un peu simple, mais c'est la règle compte tenu du temps limité que nous avons. Je crois qu'au fond, ce qui s'est passé, c'est que le rêve initial, celui de Jean Monnet, celui de Schuman, celui de Gasperi, s'est heurté à un certain nombre de réalités. Ce rêve initial, je le rappelle, il était tout simple, c'était cette idée que l'intégration économique allait fabriquer de l'intégration politique, qu'on allait procéder à une espèce d'alchimie qui allait transformer une espèce économique qui sont les marchés, les chiffres, la croissance, le bien-être tel qu'on le mesure, en une matière politique qui est une matière émotionnelle, d'appartenance, de sentiment. Et on a mis en place un système dans lequel une union douanière allait provoquer la nécessité d'un marché intérieur qui allait provoquer la nécessité d'une union monétaire qui allait provoquer la nécessité d'une union politique. Démarche dans laquelle, d'ailleurs, un homme comme Jacques Delors, mon maître, s'est parfaitement inséré. Démarche qui n'était d'ailleurs pas totalement imaginaire, si l'on veut bien considérer, par exemple, comment la construction allemande s'est faite au XIXe siècle. Une union douanière, un marché intérieur, une union monétaire et enfin une union politique. Ce rêve, le rêve de cette alchimie, je crois, on doit le reconnaître, était un rêve, et la réalité d'aujourd'hui ne l'a pas validé. Alors il y a un certain nombre de raisons à cela. On peut penser que c'est la crise économique, cette violente crise de 2008 qui fait que, en gros, les pays membres de l'Union européenne, les citoyens, les consommateurs,
les hommes et les femmes, les travailleurs de l'Union européenne n'ont pas retrouvé en 2015 le niveau de vie qui était le leur en 2008. Ce qui, pour un projet qui était censé produire du bien-être économique au nom du fait que nous produisons ensemble plus de bien-être économique que chacun individuellement, démenti. Une autre explication est que finalement nous assistons dans la période actuelle de l'évolution de ce monde à une espèce de retour de la géopolitique. Nous avons vécu 30, 40, 50 années de géoéconomique de bonne qualité, cette globalisation qui finalement a construit des infrastructures mondiales qui créent une interdépendance telle que, au fond, la paix allait peut-être être le produit de cette interdépendance, un raisonnement un peu analogue d'ailleurs à celui que Jean Monnet ou Robert Schuman ont suivi à l'époque. La vérité est que, en tout cas, si on considère ce qui s'est passé depuis le 11 septembre, si on considère ce qui s'est passé en Irak, si on considère ce qui s'est passé au Moyen-Orient, si on considère ce qui s'est passé en Russie, si on considère ce qui s'est passé en Afrique, ça n'est pas ce monde-là que nous avons sous nos yeux. Il y a une troisième explication, et encore une fois j'essaie d'être bref, qui est que nous n'avons pas tenu compte d'un certain nombre de réalités d'ordre anthropologique ou anthropolitique, en basant un raisonnement sur cet espoir d'une transmutation des espèces économiques en espèces politiques, nous avons loupé quelque chose de fondamental, qui est que l'imaginaire ne marche pas comme les marchés. Sur les marchés, 2 et 2 font 4, les économies d'échelle fonctionnent, le capitalisme de marché est un système qui produit des efficiences formidables en augmentant la taille et les volumes. Eh bien, ça ne marche pas de la même manière dans les rêves. On peut fusionner des entreprises, on peut regrouper des marchés, on peut interconnecter des systèmes. On ne fusionne pas des rêves et des cauchemars qui sont l'essentiel de l'imaginaire politique, notamment, et j'y reviendrai dans un instant, dans ce qui concerne la perception du risque extérieur. Et donc, quelle que soit la proportion de ces diverses explications, et il y en a sans doute encore d'autres, je crois que la réalité nous force à constater que ce narratif-là consiste à dire on va fabriquer de la politique à partir de l'économie, ne fonctionne pas, et donc il faut retrouver un autre narratif pour l'avenir, quelque chose qui parle davantage à l'émotion qu'à la raison. Je recite Jacques Delors, qui, dans une formule célèbre, avait dit un jour qu'on ne tombe pas amoureux d'un grand marché, ce qui, je crois, est une des manières d'introduire un peu de doute dans la qualité de ce raisonnement de départ, encore une fois, à la Jean Monnet ou à la Robert Schuman. Et donc, il nous faut réfléchir à un nouveau narratif, et disons, pour ce qui me concerne, ayant eu le privilège de servir l'Union pendant quelques années, mais aussi de servir en dehors de l'Union, en regardant l'Union de l'extérieur pendant aussi un certain nombre d'années, notamment celle que j'ai passée comme DG de l'ONC à Genève, j'en suis arrivé, dans ma vie extra-communautaire, comme il y a des vies parfois extra-maritales, je suis arrivé à considérer que, au fond, à regarder l'Union européenne comme les non-européens regardent l'Europe, et je les ai beaucoup écoutés pendant ces 8 années, parler de l'Europe, la regarder, l'observer, et j'en suis arrivé à l'idée que le nouveau narratif, et je ne m'étends pas sur ce point, je mets juste ça dans le débat de ce soir, est un narratif qui, au fond, consiste à considérer l'Europe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une identité, une culture, dont je prétends, je reconnais que c'est un peu risqué, mais dont je prétends qu'il est, et qu'il est vu par les non-européens, comme finalement la version la plus civilisée de la globalisation. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement sur cette terre européenne que, et vous avez fait allusion à ça il y a un instant, Chantal Taux, c'est là que
ce composé très spécial de liberté individuelle, politique, économique, de solidarité, avec une intolérance aux inégalités qui est plus forte qu'ailleurs sur cette planète, de sensibilité environnementale. C'est l'Europe qui, depuis un certain temps, porte cet étendard du changement climatique dans le monde, même si c'est avec des hauts et des bas. Et puis c'est probablement ici aussi, et il suffit de voir comment fonctionnent nos médias, notre modèle audiovisuel, c'est aussi l'endroit de cette planète où le souci de la diffusion de la culture dans le peuple est probablement le plus prononcé et le plus net. Je ne prends que ces quelques éléments d'identité pour dire que si nous acceptons de nous baser là-dessus, alors peut-être parviendrons-nous les uns et les autres à recomposer un narratif plus convaincant, en tout cas pour mes petits-enfants, dont j'ai l'habitude de dire que si je leur explique qu'il faut construire l'Europe pour que la France et l'Allemagne arrêtent de se faire la guerre, ils me regardent avec des yeux ébahis. Si je leur explique De Gaulle, Churchill, en gros, pour eux, c'est comme Jeanne d'Arc, c'est juste après les diplodocus, et en tout cas, ça ne parle pas de l'avenir. Un mot sur le court terme maintenant, parce que, comme ça a été dit déjà ce soir, il est vrai que cette construction européenne, ce processus d'intégration européenne, cette Europe à 28, subit depuis quelques années une série de chocs, de crises. La Grèce, qui est une conséquence de la crise économique de 2008, la Russie, qui a mis la main sur la Crimée, qu'elle a annexée au mépris du droit international tel que nous le connaissons et qui continue à expliquer que s'il y a des soldats en Ukraine de l'Est, ils n'ont rien à voir avec ceux de l'armée russe. Le phénomène migratoire, dont nous avons constaté le développement cette année, le Brexit, qui est, je range parmi les risques que court l'Union européenne, et enfin, ces attaques terroristes qui ne sont pas spécifiquement européennes. On en a eu d'aussi dramatiques en Égypte ou au Liban depuis quelques semaines, mais la réalité est que dans la scénique publique et dans les revendications des djihadistes qui sont à l'origine de ces attentats, il y a la mise en cause d'un pays européen qui défend sur un certain nombre de théâtres d'opération des valeurs de sécurité qui sont des valeurs européennes. Est-ce que cette série de crises va déconstruire ou va construire l'Europe ? Une question, je crois, très importante. Nous sommes en droit de nous poser cette question. L'épreuve est très rude, très redoutable. Jusqu'à présent, et je prends le cas de la Grèce et de la Russie, l'Europe a fini par s'unir après avoir donné le sentiment qu'elle pouvait se désunir. La réponse a plutôt été dans le bon sens, et on est à ce moment-là en droit de se dire, eh bien, c'est comme par le passé, c'est dans l'épreuve que l'Europe s'est forgée, c'est dans les moments où elle a dû faire face à des menaces, à des risques, à des chocs, que la réaction a été dans le bon sens. Est-ce que ce sera le cas dans l'affaire des migrants, ou est-ce que ce sera le cas dans l'affaire du terrorisme, étant entendu que je ne fais aucun lien entre ces deux questions, contrairement à telle ou telle posture politique que j'entends ici ou là, cette question reste ouverte. Et si je prends le dernier de ces chocs, qui sont ces attentats de Paris, la question reste ouverte, même si, disons, ce qui s'est passé depuis quelques jours peut laisser à penser qu'on n'est pas forcément dans la mauvaise réponse. La mauvaise réponse, ce serait la déconstruction, et la pression terroriste est telle qu'on peut penser que ça va mener à une déconstruction. Dans le sens où la menace terroriste fait peser un risque sur les pays
européens qui se déclareraient solidaires de la France et qui donc, ce faisant, courraient le risque de devenir cible à leur tour. Je me mets à la place d'un certain nombre de dirigeants de pays européens qui sont responsables devant leur peuple, de la sécurité de leur population, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'ils se posent cette question. Si, effectivement, publiquement, dans mon discours, et peut-être de manière plus importante, dans la réalité, je viens au secours de la France qui a invoqué l'article 42 du traité de Lisbonne, qui est l'article qui met en œuvre la solidarité en matière de défense, est-ce que je prends, pour mon peuple, un risque que je regretterais d'avoir pris parce que, le moment venu, un attentat terroriste me fera savoir que je n'aurais pas dû prendre cette position. C'est une question très lourde, très grave. Je crois qu'il faut se mettre dans la tête des gens qui se la posent. Jusqu'à présent, en tout cas, si je regarde ce qui s'est passé, encore une fois, depuis une semaine, ça n'est pas dans cette direction qu'on semble aller. Et, disons, la décision qui a été annoncée hier soir par la chancelière, qui consiste à envoyer des soldats allemands au Mali, est une innovation. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que, pour qu'une chancelière de la République fédérale d'Allemagne décide d'envoyer des soldats allemands au Mali, il faut qu'il se soit passé quelque chose. Or, il s'est passé quelque chose. Et donc, on peut penser que sur les grands problèmes que pose ce terrorisme et le djihadisme tel qu'il s'est développé depuis quelques années, que ce soit des problèmes de coopération policière, judiciaire, en matière de services de renseignement, qui sont des affaires de solidarité, qui sont des affaires de confiance. Une des raisons pour lesquelles les services de renseignement ne collaborent pas toujours autant qu'on le souhaiterait, c'est très simple, c'est qu'ils ne se font pas forcément confiance autant qu'on le souhaiterait. Donc c'est une affaire de confiance. Qu'il s'agisse de l'administration de la frontière extérieure de l'Union, dont chacun sait qu'elle n'est pas à la hauteur de la libre circulation que nous avons adoptée à l'intérieur de l'Union, ou que ce soit plus généralement sur des questions de politique étrangère et de sécurité qui supposent des positions communes, y compris sur des questions très difficiles comme celles qui agitent le Moyen-Orient. Je pense qu'il y a là, dans les mois et les années qui viennent, quelques occasions de, en quelque sorte, remonter le niveau de la solidarité européenne. Je conclurai ce propos en disant qu'évidemment, et ça n'étonnera aucun des amis que j'ai dans cette salle, et j'en ai un certain nombre, je les reconnais, évidemment, dans mon esprit, la Suisse n'est pas étrangère à cela. La Suisse est un pays européen. Si j'ai raison dans la définition trop rapide que j'ai donnée de l'identité de la civilisation européenne et de sa valeur pour nous et pour les autres, la Suisse en fait évidemment partie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Vous avez rappelé, Madame, ce qui s'est passé en 89 quand Delors a lancé cette idée d'espace économique européen. J'ai quelques raisons de me souvenir des conversations qu'il avait à l'époque avec de la Muraz. Il n'y avait pas photo à l'époque sur le fait que ces deux hommes appartenaient à la même pensée, au même monde, à la même manière de voir. Et donc, parce que l'Europe est un projet, au fond, de civilisation, de culture, de valeurs, alors je pense que, évidemment, la Suisse en fait partie. Et si le débat européen a pris la forme qu'il a pris en Suisse, si, au fond, la Suisse a été, dans l'histoire politique de l'Europe, un précurseur de la montée de mouvements populistes extrêmes et anti-européens, ça n'est pas pour autant que les Européens ne doivent pas regarder ce qui s'est passé en Suisse sur ce terrain de manière attentive, de manière intéressée. Après tout, ce qui s'est passé dans ce pays a été un précurseur à ce qui commence à se passer dans un certain nombre de pays européens, et je ne vais pas en faire le tour en les nommant, dans la montée de forces populistes, identitaires, anti-européennes, réactionnaires, xénophobes, de mon point de vue en tout cas. Et là aussi, ce qui se passe en Suisse
n'est pas indifférent à ce qui se passe en Europe. Et donc je pense que ces exemples montrent que nous sommes dans le même bain et que cette idée d'y réfléchir ensemble continue à faire beaucoup de sens. Merci pour votre attention.